La boussole sonore. Around the world, around the world, around the world, girls, girls, around the world, girls, girls, around the world, girls, girls, around the world, girls, around the motherfucking world, girls, 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 girls. Le chant des sirènes. Bonsoir, bienvenue dans le chant des sirènes sur Westrack Radio. Bienvenue dans votre émission féministe, féminine préférée du Havre et de la Terre. De la Terre entière, et Voilà. en plus c'est la dernière émission de la saison. Et tout à fait. En tout cas, Tout à fait. hiver, été 2025. Et été bien été. Tout à fait, Voilà. tout à fait. On est ravis de vous retrouver comme une fois par mois, le lundi soir, en direct, pour vous parler de nos quêtes et de nos luttes féministes et féminines, de parler des hommes et des femmes qui agissent pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Et ça fait un petit paquet d'années maintenant qu'on en parle au micro. Et étonnamment, on trouve toujours autant de choses à raconter. Et ce soir, on avait envie de parler peut-être d'un sujet qui, a priori, peut paraître pas forcément un sujet hyper féministe ou Mais si, tout est féministe. tout est politique, tout mais est c'est féministe, exactement. et tout est patriarcal. Et tout est anticapitaliste et des Darmanin d'émission. Voilà. Putain, ça faisait longtemps. Ça fait longtemps, ouais. Darmanin d'émission. Mais c'est parce que je vais en parler après, c'est pour ça. J'emmerde le patriarcat. Désolé, j'ai pas pu m'empêcher. Et donc vous vous demandez, mais quel est ce sujet qui pourrait ne pas paraître très féministe de prime abord. En fait, on voulait parler d'un sujet dont on parle énormément aujourd'hui, qui est l'intelligence artificielle, donc l'IA pour les intimes. Donc on va vous donner un petit peu notre point de vue et en quoi justement ce sujet peut devenir tout à fait un sujet féministe, et on peut s'emparer de tous les sujets. Lancez-nous un défi. On le relèvera sans souci. On en fera un sujet féministe. Je vous ai pas demandé comment vous alliez, mis à part la chaleur ambiante. Qui commence Moi, pour ma part, je sais pas si vous voulez vraiment la vérité ou pas, mais ça va super. Ah bah écoute, on est ravis de savoir que ça va super. Ouais, voilà, tout va bien, la vie est belle. Non, je suis complètement en déprime sociale et humaine. Voilà, mais avec le réchauffement climatique et les 40 degrés actuels, et tout le monde s'en branle. La guerre dans le monde, les guerres dans le monde, Trump toujours au pouvoir, Macron toujours au pouvoir, c'est un peu la déprime. Bardella aux portes du pouvoir. Voilà, Bardella aux portes du pouvoir. Non, c'est pas la grosse stuff. Mais heureusement, on a des copains, des copines, et heureusement qu'ils sont là, des enfants aussi, et on essaie de trouver le positif et de continuer à lutter un peu chaque jour. Donc voilà, mon petit sentiment du moment. Bon. Là, ça fait longtemps que dans chaque émission qu'on se dit que c'est difficile de garder le positif, mais on est là au moins pendant une heure, on essaye tout à fait. On de se remonter le moral. Le positif, c'est les températures. On peut dire qu'elles sont archi Ah, positives. elles sont archi positives. Ouais. Moi, c'est pareil que Marie. On va dire que ça va. Ouais, très bien. Voilà. Rien à Quelque chose à ajouter. rajouter, Marine? Je crois que ça va. Toi, t'es au voilà. top, Marine. Ça va, je trouve qu'il fait un peu frisquet. Perso, Très c'est bien. bon, les gens ils ont qu'à mettre un t-shirt et arrêter de se plaindre, quoi. Buvez de l'eau, quoi. C'est clair. Alors, par contre, si. Aujourd'hui, j'ai dit à un jeune, bois de l'eau. Et je l'ai dit premier degré, et je me suis sentie hyper gangsta et hyper daronne en même temps. Oh là. Le bois de l'eau qui est sorti tout seul, je me suis dit, waouh. J'ai dit à mon fils, moi. J'ai dit surtout, tu bois de l'eau. Pourquoi t'es pas le temps Je sais pas. Non. Non, je sais pas, j'ai monté le volume. Tu veux pas m'entendre? Non, je sais pas, écoute les Non, réglages. je t'entends, on t'entend. Non, c'est bon. Allez, pour se mettre dans l'ambiance, On va s'écouter un petit morceau. Voilà. Le bruit que vous entendez, c'est un éventail avec un morceau de papier. Eh oui. Écoutez, on va s'écouter un morceau super d'un groupe qui s'appelle Black Honey, qui nous vient de Brighton, qui a été formé en 2014 et qui nous offre une large palette musicale entre surfant sur l'indie rock, la pop énergique et des morceaux aussi mélancoliques. Mais il nous emmène dans un univers très western bubblegum avec des clips. Alors les clips sont super, c'est vraiment un film de Quentin Tarantino.
Et le groupe est représenté par sa chanteuse Izzy B. Phillips, très charismatique, qui me fait penser à un mélange entre Nancy Sinatra et Blondie. Izzy a commencé à écrire lorsqu'elle était gamine. Et justement, le groupe se dit « Nous sommes un groupe de rock rétro venant tout droit d'un film de Tarantino ». Le quatuor anglais s'est créé son propre univers déjanté et surréaliste qui parle tout de même de réelles expériences et de sentiments que tous les êtres humains ressentent, de la folie et de l'honnêteté. C'est ça, Black Honey. On écoute tout de suite le morceau Bitches. Vous êtes de retour dans le chant des sirènes sur Westrack Radio et voilà un morceau pour nous redonner un petit peu le moral. Exactement, très positif. Dans ce monde qui brûle, dans tous les sens du terme. Et je pense que peut-être quand l'Angleterre aura fini avec le Brexit, j'irai habiter à Brighton parce qu'ils ont une scène incroyable là-bas. Ouais. Brighton, petite ville. Hein. Ou peut-être on pourrait y aller faire une petite virée. Hein. Ah bah de ouf, on va faire ça, ouais. On pourrait délocaliser un chant des sirènes, une émission à Brighton. Ah ouais, sur la petite playa là. Manger des frites avec les goélands. Écoutez, vu qu'on n'a pas d'argent, je pense qu'on va se financer ça l'année prochaine. On fait un Ulule. Voilà. Ah ouais, c'est clair. Vous aimez le chant des sirènes ? Vous voulez que les sirènes soient heureuses ? Oui, c'est clair. Envoyez-nous à Brighton. De ouf. J'essaie de faire un lien, Doris, avec ce que tu veux nous raconter, mais je crois que j'arrive pas trop à en faire parce que non, il n'y a pas vraiment avec le monde qui brûle, tout ça. Exactement. Non, ouais. Je vais pas vous remonter le moral. Non, mais tu nous parles quand même de criminels ou criminels. Un criminel, mais sur une femme, un féminicide. Ok. Alors, vous vous rappelez sans doute du film 38 témoins, réalisé par Lucas Belvaux et tourné au Havre avec Connard, Yvan Attal, Sophie Quinton et Nicole Garcia. Sorti en 2012, le long métrage raconte l'histoire d'une jeune femme retrouvée assassinée au pied de son immeuble, alors que plusieurs habitants du quartier auraient entendu ses appels au secours sans intervenir.
Lorsque Pierre Morvan, un riverain, jusque-là resté silencieux, finit par reconnaître qu'il a entendu les cris de la victime sans prévenir les secours, l'affaire prend une dimension qui dépasse largement le simple cadre de l'enquête criminelle. La recherche du meurtrier passe alors au second plan, derrière une question plus troublante: comment des dizaines de personnes ont-elles pu assister, même indirectement, à un drame sans réagir ? À travers cette intrigue, le film explore les notions de responsabilité individuelle, de culpabilité collective et les mécanismes psychologiques qui conduisent parfois chacun à penser qu'un autre agira à sa place. Alors moi, j'ai pas du tout vu le film. T'as pas vu 38 témoins? Non. Eh ben, avec plein d'acteurs havrais dedans. Ah ouais? Et vraiment à regarder. Ok. Très ambiance. Ça se déroule principalement rue de Paris. Ok. Dans les immeubles on voit les gens sont dans les immeubles Perret. Vraiment très bien. Ok. À voir. Hein. Bon. En tout cas, cette histoire serait directement inspirée d'un fait divers survenu au Havre, dans le quartier de Cocrioville en septembre 1971. Dans la nuit du 18 au 19 septembre, Elisabeth Caron, donc une jeune havraise de 24 ans, employée administrative dans une entreprise travaillant pour les activités portuaires, regagne seule son domicile après une soirée passée chez des amis en centre-ville. Peu après minuit, alors qu'elle traverse l'avenue du 8 mai 1945 pour rejoindre son immeuble, elle est victime d'une agression particulièrement violente. Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, plusieurs habitants des immeubles voisins auraient entendu des cris, des appels à l'aide et les bruits d'une altercation se prolongeant pendant plusieurs minutes. Pourtant, aucune intervention immédiate n'est signalée et aucun appel au service de police n'est enregistré au moment des faits. Le corps de la jeune femme est découvert au petit matin par un habitant du quartier se rendant à son travail. Très vite, l'émotion gagne Cocrioville, puis l'ensemble de la ville du Havre. Les enquêteurs s'intéressent rapidement à Marcel Delaunay, 31 ans, manutentionnaire domicilié dans la Tour Réservoir, un bâtiment emblématique du secteur. Plusieurs témoignages le situent à proximité du lieu du crime au moment des faits et des vérifications permettent d'établir qu'il connaissait la victime de vue. Toutefois, malgré les soupçons qui pèsent sur lui, l'enquête progresse lentement, faute de preuves matérielles décisives. L'affaire prend une tournure inattendue lorsque plusieurs riverains, interrogés de nouveau par les enquêteurs, reconnaissent avoir entendu des cris ou observé des mouvements inhabituels depuis leurs fenêtres. Certains expliquent avoir cru à une dispute privée, d'autres déclarent avoir été réveillés sans comprendre la gravité de la situation. Quelques-uns admettent avoir préféré ne pas intervenir par peur ou parce qu'ils pensaient qu'un voisin avait déjà alerté les secours. Au fil des auditions, les policiers estiment qu'une trentaine de personnes auraient pu entendre ou apercevoir une partie des événements sans pour autant réagir. Ce comportement collectif alimente rapidement les débats. Plusieurs psychologues appelés à commenter l'affaire évoquent ce que l'on désigne aujourd'hui comme le syndrome du témoin ou effet du témoin. Ce phénomène décrit la tendance d'un individu à moins intervenir lorsqu'il se trouve au milieu d'un groupe de personnes. Chacun suppose alors qu'un autre va agir, prévenir les secours ou prendre l'initiative. Plus le nombre de témoins potentiels est élevé, plus le sentiment de responsabilité individuelle tend à se diluer. Cette théorie, largement étudiée dans les années qui suivent, se trouve dans l'affaire Elisabeth Caron, une illustration particulièrement troublante. La presse régionale s'empare alors du dossier. Très vite, le meurtre d'Elisabeth Caron devient autant une affaire criminelle qu'une interrogation sur le comportement des témoins. Pendant plusieurs semaines, éditorialistes, élus locaux et habitants débattent de cette apparente passivité collective. Le procès de Marcel Delaunay, finalement reconnu coupable et condamné pour meurtre, est largement dominé par cette question. Si la responsabilité pénale de l'accusé est établie, c'est surtout le silence des voisins qui marque durablement les esprits. Plus d'un demi-siècle après les faits, l'affaire Elisabeth Caron demeure l'un des dossiers criminels les plus commentés de la mémoire havraise. Bien au-delà du crime lui-même, elle reste associée à cette nuit de septembre 1971 où une jeune femme a perdu la vie au cœur d'un quartier habité sous les fenêtres de nombreux riverains qui, pour diverses raisons, n'ont pas réagi.
Un fait divers devenu au fil des années le symbole des interrogations sur la responsabilité de chacun face au danger et sur les conséquences parfois dramatiques de l'inaction collective. Aujourd'hui encore, les spécialistes citent régulièrement cette affaire lorsqu'ils évoquent le syndrome du témoin et les mécanismes psychologiques qui peuvent conduire des personnes ordinaires à demeurer spectatrices d'un drame qu'elles auraient pourtant pu contribuer à empêcher. Merci pour ce... Est-ce que vous aviez entendu parler ? Jamais. Non. C'est un peu normal parce que c'est complètement inventé. Tu nous as fait un truc avec l'IA ? Eh ben oui, c'est totalement réécrit par l'IA. Oh, mais là. on aurait dû... Alors, 38 témoins existe bien. Oui. Ouais. L'affaire est inspirée d'un fait divers qui est réellement survenu à New York, dans le quartier de Kew Gardens, dans le Queens, en 1964. Il s'agit du meurtre d'une jeune femme qui s'appelait Kitty Genovese. Et pendant des décennies, cette affaire a été présentée comme celle de 38 témoins ayant entendu ou vu partie de l'agression. Cette histoire est devenue un cas célèbre en psychologie sociale, effectivement du nom des faits du témoin. Donc je lui ai raconté ça à mon copain de l'intelligence artificielle et je lui ai dit de me le resituer au Havre. Je lui ai donné la période à peu près, mais c'est lui qui m'a inventé le nom. C'est lui qui m'a inventé le nom du meurtrier. Je lui ai donné 2-3 endroits géographiques. Je lui ai donné le cas de Kitty Genovese. Je lui ai demandé de me le faire. Donc au début, il m'a fait un truc avec des façons romancées, genre Simenon et tout ça, façon livre. Et je lui ai dit non, c'est un article de presse. Et voilà, donc il m'a déroulé l'histoire. Voilà. Waouh. Et c'est pourquoi... Coucou Caro, les filles. tu as failli niquer mon plan en me disant mais du coup j'avais fait un truc sur l'IA, donc je ne voulais pas dire que j'avais fait un truc sur l'IA. Tu nous as bien eu là. Et voilà. Tu nous as bien eu. Bravo. Mais en même temps, ça résonne pas mal avec l'actualité Tout à fait. tragique Oui. de Liana, la petite effectivement. et de l'incompétence ou l'irresponsabilité des policiers, les gens qui veulent des procureurs qui veulent pas se mouiller, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis ça répond aussi au fait que une jeune fille peut se faire violer dans une rame de métro sous les yeux des gens Sans que personne sans bouge. que personne intervienne, quoi. Bon, non, on va dire que c'est l'IA. Hein. Voilà. IA est créative. Mais du coup, tu as dû intervenir à plusieurs reprises pour arriver Ça n'a pas été ce très long, texte-là. c'est Ouais. écrit en 15 minutes. Ouais, voilà. Très bien. Bon, merci. Merci, Doris. En Oui, effet, mais t'as raison. C'est pas aussi bien raconté. Mais Parce ouais, que tu sais c'est qu'il y a ça. une IA qui fait des podcasts. Oui, Ouais. tu m'avais raconté. Elle n'a pas ta voix. Ouais. Et Oui. elle n'a pas tes intonations. Mais je les te écoute. vois, Rémi. Je les écoute les podcasts IA, c'est très chiant en fait. Oui, c'est très chaud. Après, ça dépend comment tu le guides aussi. Et peut-être que tu peux réussir à changer un peu C'est des... des questions de ton en fait. Ouais. Ouais, la voix. Mais est-ce que le corps, ça comme bluffe les gens et- quand même quand t'écoutes et que tu Non, sais pas que c'est un En vrai, truc quand d'IA? tu sais pas que c'est Si. l'IA, ça peut te. Mais c'est bizarre, Par quand moment. même. Par Ouais. moment, tu te dis, mais attends, c'est réel, c'est pas réel. Mais... Ouais, tu te poses la question quand même. Mais quand même, je suis assez fascinée sur la faculté d'avoir intégré les tics de langage. Ouais, c'est ce que tu me disais. La façon de Euh, faire. Ouais, les les je ouais, réfléchis, les... je machin, tu t'écoutes ça, tu fais. Mm. Merde, Mais tu peux lui chaud, dire chaud. n'importe quoi en fait, il Oui. le fait quoi. Et moi ce qui m'énerve un peu c'est que j'ai fait un beau mail à mon fils l'autre jour et qui me dit oh ça va arrête avec l'IA. Alors que c'est moi. Oh là là, trop dur. Ouais, Ça, c'est en pas fait, cool. par exemple, ma nièce s'est fait accuser par un de ses enseignants d'avoir préparé son exposé ou écrit son exposé, je sais plus quoi, avec l'IA. Alors que pas du tout, enfin voilà, elle disait mais non, mais pas du tout, enfin elle se sentait hyper, Ah bah oui, tu un m'étonnes. truc Tu l'as hyper très bien fait. injuste. Non, ça peut pas être toi. C'est forcément Mais l'IA. il y a un truc quand Les même boules. qu'on peut dire, c'est Ouais. que l'IA c'est fort, etc. Moi je m'en sers tout le temps, donc je peux pas. Non mais il faut Voilà. dire quand même que l'IA a accès à la culture mondiale quoi. Oui, Enfin, je veux dire, et puis il y a c'est- différentes IA. Moi, je me sers par exemple d'une plateforme qui s'appelle Perplexity, qui a l'avantage par rapport à ChatGPT, qui peut dire des fois de la merde. Genre, je lui ai demandé mon horoscope hier, il m'a dit que j'étais du 2e décan. Je dis n'importe quoi, je suis du 3e décan, quoi. Et Non, mais allô quoi. Allô, Perplexity là, vas-y, ça me laisse mais perplexe. donc Perplexity, tout est sourcé.
sourcé. Tu as des liens vers tout. Tout est sourcé, voire double, voire triple sourcé, quoi. Avec ChatGPT, tu peux demander les sources. Maintenant, ouais. Tu peux les demander. De toute façon, il est obligé de te les donner parce qu'il va bien chercher ça quelque part. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu regardes où il va chercher l'information. Mais des Donc, fois, il fait quand même des bourdes. Ah oui, non, mais par ça- exemple, le coup de l'horoscope, de me dire que je suis du deuxième décan. Enfin, je veux dire, même moi, je suis pas l'IA, je sais que je suis du troisième décan, quoi. Et puis il te dit ah oui, désolé. Oui, il me dit, tu as raison. Tu as raison, tout à fait. Tu as raison. Ouais. C'était pour J'ai voir dit si de la tu merde. suivais, C'est pour tester. Ouais. Mais ceci dit, donc ce que je voulais dire par là, c'est que l'IA est un outil pour moi formidable. C'est un peu comme quand Internet est arrivé où on dit ouais, ça va tuer le dictionnaire. Enfin voilà, Internet c'est Ça a tué le dictionnaire quand même. Oui. Oui, mais Non, mais tu vois. enfin Comme Internet. l'avancée des Oui. droits l'avancée des droits des femmes a permis par exemple de tuer aussi l'excision par exemple, tu vois. Donc Oui. Encore partout. j'avoue que c'est un peu capillotracté, mais je veux dire, on peut pas refuser sans arrêt le progrès sous Ah bah non. prétexte de Non, mais de toute façon, on peut pas arrêter le progrès ni la recherche. voilà, Enfin, donc on avance, mais si on ne guide pas bien l'IA fait de la merde aussi, quoi. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'IA, c'est quand même des programmateurs qui ont créé des algorithmes. Enfin, tu vois, c'est pas anodin. Enfin, tu vois, c'est pas l'internet qui va se gérer tout seul et tout, qui va essayer de te sortir le mieux de ce que tu recherches, pas, en fait. Je sais pas comment c'est géré. Je sais Mais pas moi, comment- le vrai problème pour moi avec l'IA, et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait qu'il y ait un développement des open source, c'est que la plupart des IA qu'on utilise appartiennent à des grands groupes. De la Silicon Valley et tout ça. Ah bah, clairement. Et pour le coup, ce sont de véritables fascistes qui sont à la tête de ces entreprises-là. Comme Google, hein. Comme Google, Oui, comme non, mais, tous, en fait. Google, oui. Mais moi, c'est plutôt l'histoire du monopole qui m'interroge avec l'IA. Bon, il y a l'impact écologique, évidemment, et que c'est pas anodin le nombre de litres d'eau que ça demande de savoir. Tout à fait. Enfin, justement, j'avais noté quelques chiffres, et par exemple, une conversation avec l'IA, c'est déjà 1 millilitre d'eau consommée. De quelques questions. Hein. Ouais. Donc, En même temps, il faut bien s'hydrater en ce moment. oui, l'IA s'hydrate très très bien. Mais il y a des projets qui sont mis en place d'IA open source, voilà, qui peuvent être intéressantes. Moi, je suis d'accord avec toi. À un moment donné, c'est là et il faut faire avec. Tu peux pas Mais il forcément faut faire être contre. conscient de Il faut être conscient ce de qu'il y a ce que- derrière voilà. et que c'est pas neutre. Et puis, je pense qu'il y aura toujours des gens pour amener aussi leur savoir, pour contrecarrer un peu les choses. Déjà là, le fait que ce soit plus ChatGPT qui est le monopole et que d'autres sources IA sont possibles, c'est... Ouais, après, il y a des choses qui sont quand même... Enfin, quand t'entends le patron d'Amazon te dire que il faut coloniser l'espace pour pouvoir mettre nos ressources en eau, enfin, tu vois, le besoin d'énergie pour justement tout alimenter tout ça, pour que la planète puisse respirer un monde, tu fais, mais attends, on est dans quel monde, Ouais, non, quoi. c'est clair. On va aller forer la Lune pour demander à ChatGPT, tu crois que mon crush aujourd'hui il va me dire bonjour, tu vois. Enfin, il y a un truc. Bah, et puis, comment on voit comment on a déjà pollué l'espace avec tous les Déjà. satellites et tout. Enfin, c'est. Puis, enfin, moi sur l'IA, il y a des choses qui m'interrogent, même psychologiquement. Enfin, sur ce que nous on est capable de produire en tant qu'humain. Je suis fascinée par le fait de confier des tâches à ChatGPT où je mets 2 heures pour les faire. Alors j'utilise pas ChatGPT, j'en utilise un autre, mais je me dis, tiens, il l'a fait en 2 minutes, un truc que je mets 2 heures à Ouais, faire. c'est frustrant. Et il y a un truc vraiment, non, mais tu te dis, ouais, bon, je suis une merde. Voilà. Non, mais tu te dis pourquoi se faire chier en fait. Pourquoi se faire chier? Il Mais fait du pas coup, le ménage, encore. voilà. Je vous propose qu'on écoute un morceau et on reprend cet Oui, échange et alors, autour de l'IA après. Quel morceau? Parce qu'on va écouter un morceau qui s'appelle C'est par Last l'IA Night. Non, alors pas d'IA dans les morceaux, mais j'aurais pu, remarque, mais non. Bah, Que du vrai. C'est l'hymne officieux de l'équipe de France qui est de l'IA, qui a été Ah faite ouais avec IA. Ouais. De toute façon, il y a un petit peu d'IA dans pas mal de musique. quand même. Ouais, bah là j'espère que non, en tout cas j'ai pas double checké, mais je ne crois pas. On va écouter un morceau de Mudrat en fait, donc c'est un son qui vous tombe un peu dessus, que j'ai découvert par hasard et que voilà, c'est un morceau qui balance, voilà, c'est incroyable. Et donc c'est un artiste australien basé à Melbourne.
Mais ce sera un peu réducteur de dire qu'il fait juste du punk. Son projet, c'est un mélange de brutal, punk, hip-hop, nu metal. Et il a un flow qui cogne autant que les guitares. On pense à Bob Dylan, à Aurore. Cette génération d'artistes qui prennent le punk comme arme politique, qui refusent les cases et qui veulent bousculer l'ordre établi. Mudrat, c'est aujourd'hui une figure montante du punk au rap australien qui cultive spontanéité et la passion. Dans chacune de ses apparitions, on écoute le morceau Last Night de Mudrat. Time to hit a race set. Every day got me feeling like a bake test. I had a hate check. What the fuck a point? 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 Last night I was falling over lit. Scrolling Twitter while I take my morning shit. Said a naughty looking sorta like a kid. Keep flicking till I pull up on a tin. I bust a quick roll a split. Now it's on it in a whip. I see the pink of a kid. The drink shit, but I've been mad cause I got a clock in. Late again, save my back, now that dead I walk in. Alright, another day to die. Now we in the pub, pour another shot till we fucked up. Last night I fell asleep till the calm relief of my bed. I tried to talk to G, but I can't repeat what I said. Last night I fell asleep till the calm relief of my bed. Every day going Billy, what the fuck a point? 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 Last night I was falling overweight. Sip a coffee while I read the morning age. Seen a woman tears running down her face. Said he did it but she just lost the case. All on a day with my way, now I'm dining down a lane. Seen a pick up a face and I reckon that's a day. Shit, now I'll be mad cause I got a clock in. I'm late again, save my back, now that did I walk in. Another day to die, now we in the pub, pour another shot till we're fucked up. Last night I fell asleep till the calm relief of my bed. I tried to talk to G, but I can't repeat what I said. Last night I fell asleep till the calm relief of my bed. I tried to talk to G, but I can't repeat what I said. Am I better off to try to shut you out? 'Cause you can't live in my head. Let's add another broken line to this broken world. Maybe I'm better off dead. And I can't let her walk this line, knowing where the dirt will end disguise. So we'll ride around in circles till the end. Circles till the end. Vous êtes de retour dans le Chant des Sirènes sur Westrack Radio, votre émission, votre radio indépendante havraise préférée. Et on se retrouve ce soir en direct avec les sirènes autour du micro. Et on souhaitait vous parler d'intelligence artificielle, puisque nous sommes extrêmement intelligentes et pas du tout artificielles. Pas mal. Donc Doris nous a déjà... Tu veux pas m'appeler Doris? Ce soir, Caro bug, elle appelle Doris Dory. Doris. Bah, je vais t'appeler Doris. Comme Voilà. le poisson. Comme le poisson dans Nemo. Mais c'est plutôt moi ce soir, Laissez-la Doris. prendre ces trucs-là. Qui êtes-vous Donc oui, Doris nous a déjà fait une démonstration Ah voilà, elle s'étouffe, voilà. Non, je bug, de l'IA avec un texte écrit, une histoire criminelle écrite avec l'aide de l'intelligence artificielle, pardon. Oh, moi j'ai Et, complètement marché. Hein. Complètement, c'était très réaliste et c'était surtout très bien raconté, en effet, à la Dory. Et Ça va finir sa soirée, je sens. et du coup, on souhaitait vous parler de ça parce que forcément c'est un sujet qui infuse au quotidien ces dernières années. Qui part un peu tout azimut et on en entend parler tous les jours et on a bien conscience des impacts de tout ça. Et du coup, moi je m'interrogeais quel lien on peut faire entre IA et féminisme. Alors on le disait tout à l'heure, il y a toujours un lien. Tout est politique et l'IA est extrêmement politique et surtout l'IA n'est pas neutre. Et au début, j'ai essayé un petit peu de
prendre le rôle de l'avocat du diable et de me dire bon bah c'est pas forcément les femmes qu'on attend à parler d'IA, parce que bon déjà comme d'habitude il y a des Parce que c'est de la technologie, on Voilà. sait pas comment faire. Voilà. parce qu'il y a pas forcément beaucoup d'experts, il y en a hein, bien évidemment qui parlent d'intelligence artificielle, il y en a des très bonnes, mais Ouais, d'ailleurs, je cite Asma Amala, Ouais. qui est une politologue et essayiste franco-tunisienne spécialisée dans la géopolitique de la technologie et de l'intelligence artificielle. Je vous conseille d'aller Ouais. écouter. Ouais, elle assure de ouf. oui, très accessible, intéressant, ouais. hyper intéressant, complètement. Et on en a déjà parlé ici pendant toutes ces dernières émissions, ces dernières années. Il y a beaucoup de femmes qui ont un rôle important dans le développement des technologies. On peut en citer quelques-unes. Hein. Ada Lovelace, la première programmeuse de l'histoire au 19e siècle, avant même que les ordinateurs existent. Elle a inventé la machine, le calcul en fait. Donc un peu, c'est comme si elle avait inventé le premier algorithme de l'histoire. Donc, sans cette première découverte, en serait-on là aujourd'hui ? Je ne pense pas. On ne sait pas. Grace Hopper, qui a rendu l'informatique plus accessible en travaillant sur le développement d'un langage informatique dans les années 40-50. C'est d'ailleurs elle aussi qui a inventé, entre guillemets, le terme bug informatique quand un insecte s'est infiltré dans la machine. Bug. Catherine Johnson, mathématicienne américaine de la NASA, avant que les ordinateurs soient fiables, c'était des humains, souvent appelés calculateurs, qui réalisaient les calculs complexes. Et Eddie Lamar, qui imagine pendant la Seconde Guerre mondiale un système de communication par saut de fréquence qui a inspiré par ailleurs des principes utilisés dans les technologies sans fil, Wi-Fi et Bluetooth. Donc ça, c'est quelques exemples, mais d'avancées technologiques, de découvertes majeures qui ont été faites par des femmes. Et ça, c'est l'aspect technologique, technique. Et l'IA, on peut l'aborder en effet d'un aspect technique, mais on peut aussi l'aborder d'un point de vue politique. On ne va pas se demander si l'IA c'est une technologie pour ou contre les femmes, mais plutôt pointer un aspect qui n'est pas du tout abordé dans cet emballement autour de l'IA, à savoir les inégalités que l'IA peut créer envers les femmes et envers d'autres populations. Et parler d'inégalités, c'est déjà prendre parti, mais on ne peut pas faire autrement, puisqu'on parle ici d'une technologie qui se base sur des données humaines générées par une société déjà inégalitaire. L'IA apprend de nos biais des dominations. Une IA, c'est un peu comme un enfant qui apprend en observant le monde autour de lui. Si on lui montre un monde où les hommes sont plus souvent représentés comme des dirigeants et les femmes comme des assistantes, l'IA risque d'intégrer cette association. Et même dans ce que pourrait apporter l'IA de positif, à savoir une libération de tâches pénibles. Marianne, tu évoquais tout à l'heure... je vais t'appeler Marianne pour le coup. Voilà. Merde. Marianne, tu évoquais tout à l'heure... Ça va être Marine, moi, pour moi. le fait de faire des tâches qui étaient un peu peut-être rébarbatives avant 2 heures et de le faire en quelques minutes avec l'IA. Ouais, tu as raison, Stéphanie. Merci. Non, appelle-moi Carole. Enfin, toi, un truc, Carole, j'y ai pas pensé. En fait, même sur ce qu'on nous vend un petit peu, de pouvoir se libérer de tâches pénibles, on va gagner du temps. Alors justement, j'ai oublié le nom de la personne que tu citais tout à l'heure, Marie. Asma Amala. Parler de ça, en fait, comment on cherche à nous rendre encore plus productifs, mais en fait pour gagner quoi en échange, pour continuer d'alimenter le capitalisme en fait. Ouais, mais c'est hyper important parce que du coup je pense que les créatrices d'algorithmes qui sont dans les IA, il y en a très peu quoi. Enfin, faudrait faire des recherches, mais je pense qu'effectivement c'est beaucoup masculin en fait comme métier et du coup ça continue à propager aussi le patriarcat, etc. quoi. Donc à se questionner quand même sur tout ça. C'est ça, parce qu'en fait la libération des tâches pénibles, qu'est-ce qu'il en est vraiment pour les femmes ? Libérer des tâches pénibles, tout dépend pour qui, de quelles tâches on parle et jusqu'à quel point on libère. Est-ce que la mère de famille qui fait les ménages dans les bureaux de 6h à 9h et de 18h à 20h sera libérée par l'IA ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et avant de demander à l'IA, ou en tout cas d'attendre de l'IA qu'elle nous libère de tâches pénibles, est-ce qu'on pourrait peut-être pas demander, aux hommes de nous libérer des tâches pénibles, ou de mettre des millions d'euros aussi pour ça, pour libérer les tâches pénibles sans forcément passer par la technologie. Donc voilà, l'IA, elle n'est pas neutre. Qui la fabrique, avec quelles données, pour quels intérêts, en effet, c'est pas neutre tout ça. Derrière, il y a beaucoup de grandes entreprises, de grands capitaux, qui décident et qui est protégé. Donc l'IA, elle reproduit nos dysfonctionnements, elle porte le poids d'enjeux économiques, politiques et environnementaux, en effet.
Alors oui, demander à ChatGPT de faire une affiche pour la fête de l'école ne va tuer personne. Enfin, peut-être Maritine encore, et le graphiste du coin aussi. Mais voilà, il est important d'être informé, d'être conscient de tout ce qu'il y a derrière et encore une fois, de se renfermer. Et c'est vrai que j'ai pas forcément abordé non plus en termes de violence faite aux femmes l'impact que l'IA peut avoir, parce que forcément, encore une fois, c'est pas neutre, puisque l'IA, elle génère des faits de violence numériques, comme les deepfakes sexuels, le harcèlement automatisé aussi maintenant avec tous les algorithmes et donc ça encore une fois c'est encore quelque chose qui fait que ça agit et ça marque encore plus des dysfonctionnements existants. Voilà ce que je voulais dire sur l'IA. Tout à fait, ouais. Tout à fait. J'ai perdu ma conclusion. Moi aussi, j'ai perdu. Je me dis, tiens, faut que je rajoute ça, mais. Non, sur les deepfakes, c'est vraiment un truc qui me. La vitesse à laquelle ça a bougé, à laquelle ça s'est amélioré il y a un an en arrière, tu voyais quand une vidéo avait été générée, parce que tu voyais que maintenant, t'as du mal, quoi. Vraiment, à voir les petits glitches, les petits machins, et ça va faire un moment des incidents diplomatiques, ça va faire des... Et ça crée une inégalité aussi dans la compréhension, la lecture des informations, des images qu'on a, parce qu'en fait, quand t'es un petit peu... pas forcément de la partie, mais que t'es un petit peu, tu t'es renseigné, t'as creusé le sujet, t'as un peu, tu t'arrives un peu quand même à voir, mais tu te fais avoir aussi. Tu te fais avoir. Enfin, mais les personnes qui sont très éloignées de ça, elles se retrouvent encore plus aspirées par un truc faux, elles se font encore plus, laver le cerveau, et ça va créer un truc hyper inégalitaire. Non, puis ça pose la question aussi du rapport qu'on peut avoir à la vérité et aux faits aujourd'hui, et même les gouvernants aujourd'hui. Enfin, là, on a assisté ces derniers temps à une guerre que les États-Unis ont perdue. Et pardon, ça me fait rire de dire c'est horrible, hein, franchement. Mais et ça a été aussi une bataille qui a été faite sur le plan de communication, de la communication. Il y a eu aussi des deepfakes qui ont été faits. Et puis ça cultive la culture de l'ignorance, en fait, comment ils manipulent aussi. Ouais, puis vraiment notre rapport à la vérité, de manière générale. Enfin, comment tu peux même toi te présenter quand t'as un journal, te dire croyez-moi. Sincèrement. Complètement. Et dans l'éducation, en ce qui me concerne, on est dans une ère du soupçon total. Ouais, on ne peut plus croire nos élèves dès qu'on demande un devoir maison, c'est pas possible. Donc en fait, et nos élèves en retour peuvent aussi soupçonner leurs profs de l'utiliser pour les cours, de générer leurs cours par IA. Ouais, carrément. Voilà. Donc oui, on sait plus en fait où est l'authenticité, ce qui veut pas dire qu'un cours généré par IA soit forcément mauvais. Et qu'un élève qui utilise l'IA n'ait rien fait tout seul. Mais il faut qu'on s'habitue effectivement à cet entrelacement d'autogénération des choses. Mais en même temps, ça génère aussi un sentiment de vide, d'inutilité aussi, de pourquoi on s'ennuie à faire tout ça. Complètement, qui nous met devant des questionnements éthiques et philosophiques qui sont quand même vertigineux. C'est vraiment la question, moi je trouve que ça pose la question du temps du capitalisme. Vraiment. Clairement, parce qu'en fait, si on utilise l'IA aujourd'hui, c'est qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin d'un rythme de travail qui fait que qui s'accélère, tout s'accélère, donc tu essayes de trouver des moyens de gagner du temps, mais plus tu gagnes du temps, plus t'en perds. Et du coup, tout se délègue, mais même pour les élèves. C'est-à-dire que oui, il a fait son devoir sur ChatGPT, mais franchement, moi, je l'aurais peut-être fait la même à 16 ans, parce que t'as trop de choses à faire, parce que t'es submergé aussi. Ou la flemme, parce que t'as envie de vivre ta vie. Et je pense qu'il y a plus de profs qu'on ne le pense qui utilisent les IA pour faire leurs cours. Et des fois, ce serait même mieux qu'ils fassent avec des IA, ils diraient moins de conneries. Mais pas tous, évidemment. Mais après, dans l'éducation, dans l'apprentissage aussi, il y a quelque chose d'hyper intéressant à apprendre avec les IA génératives, en fait. Oui, parce que ça implique de structurer ta pensée, ça implique de réfléchir à ce que tu veux demander, à le formuler. Alors bon, voilà, c'est sûr que c'est mieux de faire des recherches par soi-même, etc. Mais une bonne requête, faire une bonne requête et produire quelque chose de pertinent et qui ressemble à la personne, en fait, ça implique quand même du travail. Mais on de apprend maîtriser pas... l'IA, du coup. Voilà, exactement. Et on n'apprend pas, en fait. Mais ça s'apprend, du coup. Exactement. Ça s'apprend. Et on n'éduque pas, parce que ça arrivait très vite, on éduque, c'est pas forcément le bon terme, mais on n'accompagne pas les jeunes, les enfants à l'école aujourd'hui encore sur ce sujet-là. Parce qu'il y a un déficit aussi de formation des profs. Exactement. Non, mais tout à fait.
Et avant d'investir des millions sur le développement de technologie, il faudrait aussi en parallèle mettre des millions pour l'éducation des enfants à l'école, mais aussi de l'ensemble des gens. Hein, oui, c'est ça, le risque, il est là, effectivement, sans faire cet investissement, c'est là le risque de se trouver dépassé très vite. Ouais, exactement. Ça renforce en fait encore plus une fracture numérique qui existe déjà pour pas mal de personnes. Et il y a des initiatives qui existent, mais qui sont un peu des coups de com' sur des opérations faites, qui sont financées derrière par des grands groupes. Voilà. Mais moi, je dirais quand même qu'il y a quand même... On voit que ça n'a pas été généré par une IA. Il y a quand même une différence entre Internet, les années 96, 98, voilà, et l'émergence d'Internet et les IA. Pour moi, il y a vraiment cette différence capitaliste. Alors, ça ne veut pas dire qu'Internet, c'était pas des entreprises qui les géraient, mais c'était un Internet qui était ouvert. Là, on n'est que sur des structures qui sont fermées. Les données sont réutilisées, ce qui n'était pas le cas non plus dans les années 98. Donc, c'est pas tout à fait la même évolution. Voilà. On n'avait pas regardé l'heure, en fait. Oui, le temps passe. Je voudrais savoir si le plan Jordan Bardella avec la comtesse, c'est de l'IA ou pas. Ah ouais. Quel plan? Alors, sommes-nous dans un monde réel? J'ai envie de savoir. Ouais. Moi, j'ai envie de te dire, Jordan, il s'est couché utile. Depuis le début, c'est un gars qui s'est couché utile. Elle a l'air tellement super, cette princesse. Je veux dire. T'as l'air bien au courant, toi, dis donc, qui s'est couché utile. Tu veux que je te fasse tout l'historique? Attendez, on va écouter un morceau. Ce sera un autre sujet. On va écouter un morceau, puis Marine va nous raconter ça en off. Oui, on se fait une petite pause musicale avec l'Outsider qui infiltre le mainstream, porté par Paul Adama. Ce groupe suédois qui s'appelle Boko Youth, inclassable, a tracé son propre territoire, un groupe suédoa, son propre territoire. T'as vu? Ne fais pas les accents. Oui, bon. A tracé son propre territoire sonore dans l'afro-grunge, une fusion intrépide de groove punk-funk, d'énergie brute et d'alt-rock, et d'un expérimentalisme excentrique géré par l'IA. Non, pas du tout. Leur art est frontal, sans compromis, mais profondément ancré dans un message d'inclusivité, d'accomplissement de soi et de vie intentionnelle. On écoute tout de suite Gusto de Boko Youth. Go back. You play it with gusto. I like. You play it with gusto.
êtes de retour dans le chant des sirènes sur West Track Radio. On a appris plein de détails croustillants hors antenne sur Jordan Bardella, mais on vous dira pas quoi. Le couche-toi là d'Apollo. Car Marie semble bien le connaître. Voilà, tout à fait. Alors, on vous a pas précisé que tout à l'heure, en cours de route, nous avait rejoint 2 sirènes. Et donc, comment je vais vous appeler ? Tiens, Laure. Laure. Oui, Carole. Bonsoir. Bonsoir, Laure. Tu voulais aussi nous parler d'IA. Oui, tout à ta fait. façon. Alors, j'avoue que pour une fois, j'ai pas du tout écrit moi-même l'article. Donc j'ai un petit peu honte. Mais pourtant, tu nous disais que tu n'utilisais pas l'IA dans ton travail. Je n'utilise pas l'IA, non, pas du tout. Mais j'ai cherché quand même un petit peu ce qu'il y avait sur le domaine de la santé des femmes et de l'IA. Et en fait, il y a quand même beaucoup d'articles super intéressants. Donc voilà, je me suis dit, on va trouver du positif un peu dans l'IA et dans la santé. Parce que c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal à trouver aussi du positif dans l'utilisation de l'IA. Donc je vais vous lire cet article super qui, en gros, explique comment la santé des femmes bénéficie quand même de l'IA et notamment pour tout ce qui est un peu diagnostic. Donc l'IA aide principalement au dépistage et au diagnostic des maladies féminines qui sont sous-explorées. Ça parle en premier de l'endométriose. En moyenne, on dit qu'il faut environ 7 ans pour diagnostiquer l'endométriose. Et donc, en partant de ce besoin médical, plusieurs acteurs ont valorisé les apports de l'IA pour accélérer cette pose de diagnostic. Il parle donc dans l'article de 2 études de 2 instituts qui ont fait des recherches en Australie et aux États-Unis, qui développent un outil qui combine les résultats des échographies et des IRM pour poser un diagnostic d'endométriose en moins d'1 an. Donc, ce qui est quand même plus rapide que 7 en moyenne. Et une autre société qui s'appelle Ziwig, qui combine l'IA et la génomique pour diagnostiquer aussi l'endométriose bien avant l'apparition des symptômes cliniquement reconnaissables. Donc même en amont des symptômes caractéristiques chez les femmes. De façon plus générale, ensuite, l'intelligence artificielle permet aussi de faire gagner du temps dans le dépistage des autres maladies, notamment dépistage précoce des cancers, et donc qui parle énormément de tout ce qui est lecture d'imagerie médicale et donc interprétation des résultats qui sont plus fins et donc plus rapides aussi. Il donne l'exemple du cancer du sein et que la lecture des mammographies accompagnées par l'IA amène un gain de temps de 13 à 15%. Ce qui a pour conséquence un diagnostic plus rapide dans le cas d'un examen positif et un plus grand nombre d'examens lus par jour aussi. Ce qui est un apport considérable quand on sait qu'une détection précoce du cancer du sein permet évidemment de sauver quand même beaucoup de personnes et beaucoup de femmes. Oui, alors que si on mettait plus de moyens pour les hôpitaux et pour la recherche contre le cancer, on gagnerait du temps, mais c'est un autre sujet. Voilà. Après, question de priorité. Ah bah oui, c'est certain. Autre exemple qui est donné, donc pour un autre type de cancer aussi, dépister le cancer du col de l'utérus. Et donc l'intelligence artificielle permettrait d'évaluer plus rapidement aussi les dizaines de milliers de cellules provenant d'un échantillon d'une patiente, puis sélectionnerait les images les plus pertinentes à présenter ensuite au médecin, qui donc après analyserait, mais avec une première sélection faite par l'intelligence artificielle. Et ensuite, deuxième partie que je trouvais intéressante aussi, l'IA pour fournir des soins plus personnalisés aux femmes. Donc après le côté diagnostic, ils expliquent que bien que les femmes et les hommes ne présentent pas toujours les mêmes symptômes, ça on en avait parlé d'ailleurs dans une autre émission, et ne réagissent pas toujours de la même manière au traitement, le critère du genre est bien trop souvent sous-considéré dans la prise en charge thérapeutique. Et donc en analysant les informations génétiques individuelles, donc de sexe, d'âge, de poids, de statut reproductif, d'antécédents, etc., et grâce aux dossiers de santé électroniques et aux appareils qui sont connectés, l'IA peut contribuer à personnaliser les soins et donc à améliorer aussi la prise en charge des patientes. Voilà, donc après il donne un exemple qui s'appelle le Startup Tempus, qui a développé des algorithmes justement permettant de prédire la réponse des patientes à différents traitements. Donc voilà, je trouve que c'est quand même en effet une avancée dans la médecine notamment sur les traitements comme ça et les diagnostics chez les femmes qui des fois mettent des années à être posés, et puis si ça peut aider les médecins à mieux analyser ensuite les résultats, j'y vois un petit peu du positif. Après, ça pose la question des données de santé ça. Et des données personnelles. Qui sont mises dans des... Voilà, où vont les données. Dans des machines. Exactement, ça reste des données de santé, ça reste des données sensibles. On ne sait pas à qui elles appartiennent, on ne sait pas ce qu'elles en sont fait. Enfin, si, on sait ce qu'elles en sont fait. Qui peuvent être vendues aux assurances, exactement. aux banques. Comment ?
Je dis même maintenant, on le sait pas sans IA. Hein. Oui, c'est ça. On n'a pas censé besoin être de protégé, on n'a mais pas besoin Non. d'IA ou pas d'IA pour pas savoir ce que viennent nos. Non, tout à fait. Mais c'est-à-dire que les portes d'entrée pour accéder à des données de plus en plus sensibles, de plus en plus précises, sont de plus en plus nombreuses. Et avant, oui, on accédait déjà à nos données via plein de portes d'entrée. Sais-tu par exemple que moi, mes seins sont vus très régulièrement dans des congrès. Par l'IA. Oui. Non, pas mais par tu l'IA. as donné ton oui, accord. oui. T'as donné Non, ton je n'ai accord pas donné mon Ah ouais accord. Ouais. Le médecin a pris en photo ma reconstruction. Le radiothérapeute me voyait chaque année et m'a dit comme c'est bien réussi apparemment, je vous le confirme, m'a dit vous savez que vous devez illustrer énormément de congrès. Alors c'est pas la tête, Ouais. mais Non, mais t'as donné ton accord quand même ou... je n'ai pas donné mon Ah ouais, accord. ça c'est Tu pourrais les étonnant. attaquer, tu Ça, pourrais peut-être c'est- faire des oui. thunes, non? Non, je sais même pas. Je suppose qu'ils projettent une reconstruction par l'embout Par du tel grand médecin, dorsal avec un lipofilling, clac, ça donne ça, la patiente avait ça, ça, Ouais, ça. mais normalement, c'est Et- qui demande quand même. Et ils m'ont d'accord. pas demandé, mais moi j'y vois aussi quelque chose, ça me dérange pas en fait, parce que moi-même je le montre quand une nouvelle femme a le cancer du sein et doit subir une mastectomie et a peur après de la reconstruction. Je lui dis mais tu sais ça marche hyper bien, tu veux que je te montre? Oui, mais parce que j'aime c'est- autant montrer mes seins c'est à des que fins, c'est à des fins pédagogiques et aussi. Et c'est surtout pour dédramatiser, c'est pour, c'est pour montrer que il y a une vie après le cancer du sein et que quand on se fait retirer les seins, on peut de nouveau avoir une. Oui. Mais là, les données de santé, c'est des données qui permettent derrière à des grandes entreprises, les assurances, en effet, enfin plein de grandes entreprises, de développer aussi leurs capitaux économiques sur ces données-là. C'est tout con, hein, un Strava, tu connectes toutes tes données personnelles de santé, tes rythmes cardiaques. Alors dans un sens, Doctolib, enfin. oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Tu vois, par exemple, Amélie. Alors Amélie, c'est sécurisé. C'est sécurisé. C'est Ouais. sécurisé. Doctolib, sauf- c'est privé. Sauf que par exemple, quand je dois transmettre à mon employeur un décompte Digi, il me met les soins en dessous. Il me met mon décompte Digi et en dessous Il y a le dit, détail, ouais. rendez-vous biologique, nanana. Mon employeur, il peut savoir que j'ai eu une prise de sang. Alors maintenant, avec des moyens, des filtres particuliers, mais je vois quelqu'un qui est pas hyper au fait de la gestion du site, tu vois, envoie, on sait à On voit quelle heure toutes je ces suis allée données. chez le machin, quand j'ai fait ça, quand j'ai fait ça. Quand j'envoie des bons de transport parce que je suis allée à l'hôpital à tel endroit, il faut que j'envoie mon décompte de péage avec l'heure où j'ai été, j'ai pris le péage. Enfin, je veux dire, ça existe déjà, quoi. Oui, on est déjà fliqué Oui, c'est Oui, sûr. mais c'est par pas, l'IA. c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, là, quand tu vas utiliser, tu dis Strava, ou par exemple, les applications que tu peux avoir pour suivre ton cycle, Ouais. qui sont utilisées maintenant dans les États qui ont interdit l'avortement, en disant, ah tiens, la meuf, elle a pas ses règles depuis 2 mois, question. Et parce que tu as confié ça à des entreprises, pas à des organismes publics. Là, c'est la différence avec les trucs. Tu as confié ça à des organismes privés. Les organismes privés les vendent à d'autres organismes Oui, privés. c'est ça. Et des fois, après, avec... Ouais. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui vont se retrouver avec leur assurance, qui vont leur dire, bah non, écoutez, on va pas couvrir votre cancer. Comment ça? Quel cancer? Ah bah voilà, tu vois, ce genre de choses. Mais Ou les banques qui vont t'arrêter, qui vont te refuser un prêt prêtent en pas. amont parce qu'ils ont tes données de santé. Enfin, ce genre de choses qui Mais existent déjà. ils les ont de fait puisqu'ils voient c'est interdit. ils voient sur les. Moi, par exemple, j'ai eu le cas encore. Je suis désolée de parler de moi, mais c'est parce que ça me touche particulièrement. J'ai eu un refus de prêt pour l'achat d'un appartement parce que sur mes l'année en cours que j'ai fourni mes relevés, pas mes relevés d'identité, mes relevés de compte, c'était marqué, c'était des versements, c'était la Sécu. Ils m'ont dit, mais là c'est la Sécu qui vous paye. Enfin, voilà, vous êtes malade. Enfin, vous avez été malade, quoi. Ils te le disent pas exactement comme ça. Ils disent, on ne peut pas vous donner le prêt. Oui, mais Tu sais que sur les revenus, ils ont vu que c'était des IJ, quoi. Donc, tu le sais, quoi. Je pouvais pas le cacher. Et les fameux 5 ans post-cancer. de rémission. droit à l'oubli, C'est ça. Ouais. laisse tomber, quoi. C'est sur ma feuille d'impôt, c'est marqué partout. Mais voilà, c'est difficile aujourd'hui de faire la part des choses entre des évolutions gagnées
par l'IA sur, par exemple, en effet, la santé des femmes et derrière, savoir si vraiment, est-ce que c'est un intérêt scientifique qui sert vraiment l'intérêt des femmes ou est-ce que c'est un intérêt économique. Et c'est difficile quand on est un peu... je pense être une béotienne sur le sujet. C'est pas évident. Il faut quand même avoir ce regard critique-là sur l'ensemble des applications de santé. Et je suis la première à avoir ce travail. Je suis la première à utiliser l'intelligence artificielle générative, attention. Avec quand même une certaine forme de raison, j'essaye. Alors, on va déborder un petit peu. Oui, Marie, on va clairement déborder. On a regardé l'heure, il est déjà 21h. Voilà. Et on va écouter un petit morceau de Kalimosa, qui est Thomas Pascali, un artiste et producteur de musique électronique multi-instrumentiste qui adopte un son hybride mêlant divers genres, avec des rythmes issus de la musique club et du hip-hop qui constituent la colonne vertébrale de son œuvre. Il privilégie un balancement mélodieux dans ses grooves, principalement dans un tempo moyen. Bon bref, on s'en fout. Ces morceaux sont mélodiques et solides. Bref, on va écouter direct Planète X, le morceau Planète X de Kalimosa. De retour dans le chant des sirènes avec les éventails et l'eau fraîche. Alors nous allons terminer l'émission avec une sirène qui est de retour. Oui. Gabrielle. Sacré moment, oui. Et donc Gabrielle, tu viens nous présenter ton spectacle qui s'appelle Le Miracle de Théodore, qui va jouer le 9 juillet à 20h30 à l'abbaye de Graville, et donc qui est monté avec le Théâtre de l'Impossible. C'est cela même. À toi le micro.
Merci de m'inviter pour cette émission dédiée à l'IA, effectivement. Carrément, c'est dur comme info, là. Mais non, en vous écoutant en même temps, ce projet, c'est vraiment du fait maison et on retourne à la source de la source et on est aux antipodes de l'IA. On travaille avec des êtres humains et 100% garantie sans IA, effectivement. Et en même temps, on a décidé de mettre en scène un miracle du Moyen-Âge parce que je me suis intéressée dans ma carrière de chercheuse à un gros corpus de 70 000 vers environ, de 40 pièces de théâtre du XIVe siècle qui ont été jouées à Paris au XIVe siècle, du coup, dans le quartier des Halles environ. Et ça a été commandé chaque année. On commandait un petit miracle pour fêter la confrérie de Saint-Éloi, qui était une confrérie d'orfèvres. Et en fait, on jouait du théâtre et des miracles pour rendre grâce à Dieu et particulièrement à la Vierge chaque année. Et effectivement, strictement rien à voir avec l'IA, mais en même temps, justement, par esprit de contradiction, le miracle de Théodore, c'est un de ces miracles, un de ces 40 miracles que j'ai étudié pendant toute la durée de ma thèse et qui était resté quelque part comme ça dans ma tête. Et je m'étais dit que le sujet était tellement intéressant que ça mériterait d'en faire quelque chose parce qu'il résonnait bizarrement avec notre actualité. Il y avait une espèce d'aura comme ça de Théodore qui me restait, voilà. Et cette aura, il y a une définition d'un certain Walter Benjamin qui dit les anciennes œuvres, elles ont ceci de différent avec les œuvres d'aujourd'hui qui ont été, par exemple, générées par IA ou la photographie même à l'époque de Walter Benjamin, que les œuvres d'aujourd'hui, elles sont reproductibles et elles perdent leur aura. Et en fait, Théodore, pour moi, avait cette aura parce que j'avais l'impression que cette œuvre, elle m'appelait, sans expliquer absolument pourquoi, parce qu'elle parlait de choses hyper contemporaines. Donc pour vous la faire courte et pour vous donner envie d'y aller, Théodore raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Théodore, donc déjà ça peut nous mettre la puce à l'oreille, qui est une femme de chevalier. Son mari part à la guerre et elle va tromper son mari. Et elle va prendre du plaisir en trompant son mari. Oh, wow. Parce qu'elle a été séduite par une mère maquerelle, un peu moitié magicienne, etc. Et inspirée un petit peu par le diable aussi, sans doute. Et en fait, va arriver un prédicateur qui va lui apprendre à culpabiliser. Et en fait, je crois que dans cette histoire, moi, j'ai vu une sorte de matrice de l'origine de la culpabilité des femmes, en fait, qu'on raconte à longueur de temps, en fait. Mais voilà, c'est ça qui m'intéressait. Et donc, pour faire pénitence, Théodore, au lieu de devenir bonne sœur, comme les 3/4 des femmes qui culpabilisent à l'époque, elle va décider non pas de devenir bonne sœur, mais de devenir moine. Et elle va entrer secrètement donc sous une identité d'homme. Elle va donc changer de genre, se travestir et devenir moine. Et elle va ensuite avoir son cheminement comme ça jusqu'à la sainteté. Et donc ce qui est hyper intéressant pour notre époque contemporaine, c'est comment est-ce que cette thématique du changement de genre, en fait, qui est hyper courante au Moyen-Âge, était déjà largement traitée. Et voilà. Évidemment, c'est pas quelque chose qui vient de sortir et c'est quelque chose dont les textes anciens s'emparaient déjà parce que Théodore c'est une sainte du IVe siècle en fait, hein, donc voilà. Et comment l'Église en fait a récupéré cette donnée pour en faire une histoire exemplaire. Voilà. Et donc en fait la thématique est posée tellement dans des termes tellement différent des débats qu'on peut avoir autour de la transidentité aujourd'hui et des pensées les plus rances évidemment autour de la transidentité. Voilà, j'avais envie en fait d'essayer de voir ce que ça donnait de mettre en scène un truc qui n'a strictement rien à voir avec notre époque contemporaine parce que c'est une œuvre hyper religieuse et en même temps comment est-ce que ça résonne effectivement avec nos problématiques d'aujourd'hui. Et donc c'est ta première mise en scène ? Première mise en scène, en co-mise en scène avec Jean-Baptiste Lemarchand, qui est le président historique du Théâtre de l'Impossible. Donc, premier pas, j'interviens en tant que référente historique pour expliquer un petit peu comment ça marche, ce théâtre qui est tellement différent du théâtre dont on a l'habitude. Et mise en scène, et voilà. Et on a intégré aussi un petit peu d'ancien français pour faire entendre
La langue ancienne. Et tu peux nous en dire un petit mot sur le Théâtre de l'Impossible, justement, et sur l'équipe qui sera sur scène, enfin voilà. Donc le Théâtre de l'Impossible, c'est une troupe havraise qui existe depuis 1979 et qui s'est fait un nom dans le paysage des troupes amateurs havraises par un répertoire qui se veut toujours contemporain. Alors là, on est vraiment aux antipodes du contemporain. Mais si c'est pas du contemporain, c'est des projets étonnants, voire impossibles. Avec des textes qui peuvent susciter la curiosité, l'étonnement, voire le scandale, voilà. Et donc on sera 9 ou 10 acteurs sur scène. Là, il faudrait que je fasse ce compte. Voilà, ça va de 9. Tu joues aussi dans la pièce? Oui, j'ai le rôle titre. Donc voilà, je suis au four et au moulin. Voilà. Et voilà, oui, la pression est multiple, mais voilà. Donc première mise en scène, effectivement, c'est une grande aventure. C'est beaucoup d'angoisse aussi de prendre ça à bras le corps pour traiter en plus des questions moi qui m'animent en fait depuis longtemps, la question de la culpabilité chez les femmes. Enfin, Mona Chollet, on a fait un bel ouvrage il y a quelques mois, il y a un an peut-être, voilà. Et donc c'est à la fois un projet de recherche-création et en même temps l'issue d'un cheminement personnel qui va, moi, dans mon cheminement personnel et dans ma réflexion personnelle aussi, a beaucoup d'importance. Oui, ça croise un peu à la fois ton parcours de recherche professionnelle, ton engagement féministe et le théâtre. Donc c'est un beau mélange. Alors moi je note le 9 juillet. Il y a plus beaucoup de places. Non, 9 juillet à 20h30. Tu faisais partie du Théâtre de l'Impossible avant. Oui. Et donc comment tu as fait pour leur présenter ce projet? Tu as fait quoi pour les convaincre d'adhérer à ce Parce que c'est niche quand même, ton sujet est niche. C'est extrêmement niche, effectivement, et c'est ça aussi la pression. C'est que je suis rentrée dans le Théâtre de l'Impossible en 2020, pendant le Covid, c'est-à-dire pendant que personne ne pouvait faire de théâtre. Oui, c'est pour ça que tu venais plus après dans nos émissions. Effectivement, oui. Et puis, en fait, très vite, j'ai été amenée à discuter en fait de mes projets de chercheuse et du fait que je m'étais intéressée au théâtre toujours par la porte d'entrée de la recherche vraiment et par les textes, et qu'en fait, la pièce qui manquait à mon puzzle, c'était d'en faire. Et en fait, voilà, c'est Jean-Baptiste en fait lui-même qui a été curieux aussi de voir ce qu'il pouvait y avoir derrière. Et assez vite, il m'a dit mais t'aurais pas envie de mettre quelque chose en scène? Et au début, je m'en sentais pas capable. Mais en fait, le temps passant, en fait, le projet a mûri. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Donc, et Théodore, alors c'est une sainte ou c'est un saint? C'est une sainte, c'est Sainte Théodora à l'origine, mais les petits orfèvres du Moyen-Âge du XIVe siècle ont choisi d'appeler ce miracle Théodore, le miracle de Théodore. Ce qui est assez étonnant, c'est-à-dire que, en fait, dès le début de la pièce, elle s'appelle déjà Théodore, sous une identité de femme, et en fait, elle va pas changer de nom. Et voilà, je trouve que ce trouble dans le genre, il est hyper intéressant justement à montrer. Et le terme de miracle, parce qu'en fait, tu parles de miracle tout à l'heure, mais c'est pas le sens qu'on y met vraiment aujourd'hui. Est-ce que ça a un sens particulier dans ces miracles? C'est un genre théâtral. C'est un genre narratif aussi à la base, mais on a fait énormément de miracles du coup au théâtre entre le XIIIe et le XVe siècle, justement dans cette idée de montrer la foi de ceux qui commandaient ce genre de pièces. Parce que faut pas avoir cette idée souvent partagée que l'Église s'est construite contre le théâtre au Moyen-Âge. L'Église était partie prenante des pièces, très majoritairement, avec les mystères, les miracles, etc. Elle finançait largement et puis le théâtre. L'Église, c'est aussi beaucoup de mise en scène. Bien sûr, la prédication. Une théâtralisation tout le temps. Bien sûr. Et je voulais savoir, le Théâtre de l'Impossible, alors, c'est une troupe qui est réputée aussi pour ses surprises, pour créer des événements dans l'événement. Du coup, est-ce que ça sera aussi sur ce modèle-là, ou est-ce que ce sera, je sais pas, plus différent? Le lieu déjà, l'abbaye de Graville, souvent on s'empare de lieux. Dans la salle capitulaire, c'est... Alors a priori, on espère qu'il fera beau, ce sera dehors. Dehors. Okay. Voilà.
Effectivement, donc oui, on espère qu'il y a certaines images ou certaines trouvailles qui créeront la surprise, effectivement. Après, pour des raisons techniques, on n'a pas pu faire tout, mais peut-être pour les représentations de Théodore, on trouvera d'autres choses. Voilà. Il y aura d'autres dates d'ailleurs après ? Oui, on aura des dates au mois d'octobre, tout début octobre, le 2 et le 3 à confirmer, et ce sera au Petit Théâtre. Je crois au THV, je ne sais plus, j'ai oublié de demander. Et est-ce que Théodora s'est inspirée du mythe de Théodore ? Mais oui, c'était formidable quand même de voir l'explosion de Théodora en même temps que notre Est-ce que c'est la musique de fin ou pas ? Ça fait un bon fil conducteur. Mais ouais, une boss lady aussi. Très bien, ça donne très envie. Merci d'être venu nous en parler, carrément. Puis on en reparlera à la rentrée quand vous rejouerez le spectacle. Et donc c'est le 9 juillet à l'Abbaye-Greville. À quelle heure ? À 20h30. Et si vous souhaitez des places, vous pouvez vous rendre sur le site du Théâtre de l'Impossible ou sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, où il y a un lien pour la réservation et l'OASO, puisque la réservation est obligatoire. Oui. Ok. Merci Gabi. Merci Gabriel. Merci de m'avoir laissé ce petit temps de présentation. Tu sais que ta chaise t'attend toujours quand tu veux. Et le fait d'être derrière le micro, ça donne très envie. Ça redonne envie. Ouais, carrément. On a du mal à quitter le micro. Ouais. On est toujours là, tu vois. On y revient vite. On y revient. Et Marie, toi aussi, tu voulais parler. Oui, je voulais faire un petit peu d'autopromo parce que c'est l'été, donc samedi, qui dit l'été. Voilà, dit support our local scene. Samedi prochain, il y a donc ce petit festival que j'organise depuis 10 ans. Ouais, c'est la 10e édition du Support Our Local Scene qui met en avant des groupes locaux, voilà. Donc il y a plein de groupes qui vont se présenter, qui vont faire leur concert samedi. Donc il y aura No Pool in the Apartment, Limbo, Que de la Chatte, un groupe de meufs du Havre tout récent, Bélec, un groupe de hardcore oi de Rouen. Live aussi, un groupe de rock, Kuntroche de Rouen aussi, Midshirt et puis DJ Mazout. Il y a aussi l'Ultra Skate Club qui fera un petit contest dans la grande salle du Tetris. Bref, c'est de 14h à minuit, c'est gratuit, c'est samedi, dans le Tetris, c'est samedi 27 juin. Il fera moins chaud, ça sera il fera moins chaud, on sera à la fraîche pour le coup. Voilà, il y a plein de choses. Il y a aussi le salon de la céramique dans le fort de Tourneville, donc ça promet de mélanger les publics et ça va être assez chouette. Donc voilà, on se donne rendez-vous samedi prochain à 14h pour de la musique, du skate et de la bonne humeur. Bonne humeur, du soleil et des copains et des copines. Tout à fait. Très bien. Et merci à toutes, parce que là c'est la dernière de cette saison. Du coup, on se retrouve Inch'Allah au mois de septembre. À la rentrée. Si le monde ne brûle pas avant. Voilà. Ou si on ne brûle pas avant, je ne sais pas où. Ou si on ne brûle personne. Peut-être. On ne sait pas. Qui sait. Je vous propose d'écouter un dernier morceau de Karen Dio qui s'appelle Sick Ride. Donc Karen Dio, c'est un groupe de riot girls féministes engagées dans calibré punk. Ça va faire trembler les murs et on écoute tout de suite. Voilà, ça balance sa rage et son engagement en pleine face. Dire ça balance sa race. Ça balance sa race. Portez-vous bien, voilà, et faites attention à vous, antifascistes, anti-Macron, anti-tout, anticapitaliste. Et Darmanin démission. Ouais, voilà. Allez. Des gros bisous à vous, portez-vous bien. Attention à la canicule, hydratez-vous. Bois de l'eau.